On comprend aussi que les Américains, visiblement, veulent se débarrasser de Volodymyr Zelensky. On a vu ce qui s'est passé donc vendredi à la Maison-Blanche avec les attaques conjointes du président et de son vice-président. Eh bien, ça continue aujourd'hui. Regardez, avec Mike Waltz, le conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche, nous avons besoin d'un dirigeant qui peut traiter avec nous, avec les Russes, à un moment et mettre fin à cette guerre s'il devient évident que le président Zelensky, soit pour des motivations personnelles, soit politiques, diverge de la volonté de mettre fin au combat dans son pays. Alors je crois qu'on a un vrai problème. Là, clairement, il n'y a plus de doute possible. Zelensky est devenu un obstacle pour les Américains. Oui, c'est ce qui apparaît maintenant depuis ce qui s'est passé dans le bureau ovale. Je crois que l'équipe Trump a basculé complètement dans le rejet de Zelensky. Alors, et c'est vrai que Zelensky ne change pas beaucoup de discours. Il est toujours dans ses objectifs stratégiques du début de la guerre, ce qu'on peut parfaitement comprendre. Oui. Il ne démord pas de cette ligne directrice, alors que la situation, effectivement, comme le dirait un certain Trump, il n'a pas forcément toutes les cartes en main. Il est quand même fortement dépendant des États-Unis. Maintenant, mettre de côté quelqu'un qui incarne la résistance ukrainienne, parce que le fait déjà qu'il n'ait pas quitté le pays quand les Russes sont arrivés, qu'il a tenu le manche pendant 3 ans, je dirais, avec brio, avec bravoure, courage, comment peut-on accepter que Zelensky soit mis à l'écart? En revanche, peut-être que Zelensky est aussi aujourd'hui, au bout de 3 ans, complètement dans son monde, au sens, non pas qu'il est loin des réalités, mais il est dans son rôle en quelque sorte, et il pourrait peut-être difficilement admettre d'être obligé de revenir en arrière. Et c'est peut-être ça, point de vue psychologique aussi, qui se joue. Bon, ça, je ne m'attendrai pas à faire plus dans la psychologie, mais néanmoins, voilà. Mais manifestement, il y a incompatibilité d'humeur aujourd'hui et de relationnel entre Trump et son équipe et Zelensky de l'autre. Le problème, c'est qu'à date d'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul chef en Ukraine. Et c'est lui. Et il compte rester. Et les sondages montrent que, au contraire, les Américains ont renforcé la popularité de Zelensky, parce que le pays, qui est un pays démocratique, qu'il a élu, ne veut pas que les Américains... Enfin, je pense qu'en France, on aura la même réaction. Vous ne dites pas qui doit nous représenter. C'est à nous de décider, en tant que pays souverain, qui nous représente. Je dirais quand même qu'on voit dans le camp Trump... Enfin, si vous avez vu vendredi Marco Rubio, le secrétaire... d'État, donc le ministre des Affaires étrangères, dans son siège, un peu en reculant, limite gêné. Je pense qu'à un moment, peut-être, il faut aussi, dans le camp Trump, qu'ils mettent peut-être quelqu'un de diplomate. Dans des négociations, ça serait, dans des négociations diplomatiques, peut-être une vraie diplomate, qui pourrait au moins faire tampon entre ces guignols, qui sont le président et son vice-président, et qui pourrait aboutir à quelque chose de sérieux, parce que c'est quand même un sujet très sérieux aujourd'hui. Ouais, et il y a Volodymyr Zelensky qui se défend, qui a repris la parole aujourd'hui, parce que si les Américains ne veulent plus de lui, lui, il compte rester, il aurait peut-être le soutien des Ukrainiens. Écoutez. Avec le soutien actuel, il ne serait pas facile de me remplacer. Il ne suffirait pas d'organiser des élections. Il faudrait aussi m'empêcher de candidater, et ce serait plus difficile. Ils devraient négocier avec moi, et je leur ai dit que je suis prêt à me retirer contre une entrée dans l'OTAN. Alors, j'aurais accompli ma mission. Alors, on est rentré comme en négociation. Déjà, personne ne pourra m'empêcher de me présenter. Et puis 2, à ce moment-là, d'accord, l'Ukraine rentre dans l'OTAN, moi je me retire, j'aurais accompli ce que j'avais à faire. Les Américains, en tout cas, font le jeu de Poutine. Je pense que c'est le but ultime de Trump, c'est d'aller dans le même sens que Vladimir Poutine. Et d'autant plus que Trump n'aime pas trop qu'on lui tienne tête. Et malheureusement pour Zelensky, c'est quelqu'un qui a quand même du caractère. Et je pense qu'il a démontré qu'il n'avait pas peur. Il était entouré de cette bande d'étranges personnages, je les ai appelés les guignols, Elisabeth. Il y avait même des journalistes qui posaient des questions complètement déphasées. C'était pas des vrais journalistes, c'était un pseudo-journaliste d'un journal extrémiste. Il ne faut pas oublier que, justement, sur cette question-là, et la société de presse et le Reuters étaient exclus au profit de... Alors, c'est le petit copain de Marjorie Taylor Greene, le complotiste en chef des députés américaines républicains MAGA, et c'est pas un journal qui est considéré comme sérieux, qui a posé cette question qui gêne. Sur le costume. Sur le costume. Mais on a l'impression que c'était presque scénarisé. Et ça, c'est très important. Et il ne faut pas oublier, en parlant de tenir tête à Trump, qu'il a déjà tenu tête à Trump
En 2019, quand Trump essayait de l'extorquer des informations sur le fils Biden en disant « je ne vous donnerai pas, enfin je coupe les vivres à l'Ukraine, l'aide à l'Ukraine, si vous ne me donnez pas ces informations sur Hunter Biden », Zelensky dit « c'est pas mon rôle en tant que chef d'État, je ne le ferai pas ». Et Zelensky, à son crédit, a toujours tenu tête à Trump, mais aujourd'hui, la mise en scène est très problématique. Alors, est-ce que donc vous dites vous aussi que c'était un guet-apens? Plusieurs l'affirment. François Hollande, ancien président de la République, le dit, et le futur chancelier allemand, c'est le dernier en date à l'avoir affirmé. C'était il y a quelques minutes. Regardez, il ne s'agissait pas d'une réaction spontanée aux interventions de Volodymyr Zelensky, mais manifestement d'une escalade fabriquée lors de cette rencontre dans le bureau ovale. Pour plusieurs raisons, moi je pense que c'était orchestré. D'abord, le vice-président qu'on n'a pas vu beaucoup depuis l'investiture n'a pas vraiment un rôle à jouer là. On a un envoyé spécial qui n'était pas là. Kellogg n'est pas venu à Washington. Le secrétaire d'État qui ne parle pas, alors que c'est un homme très sérieux à la base, c'est une guet-apens. C'est des négociations qui auraient dû se passer en privé. Qu'est-ce que les journalistes et les caméras ont à faire là dans quelque chose d'aussi sérieux? Non, il voulait lui mettre le dos au mur, sauf qu'il est le président d'un pays en guerre, il prend très sérieux son rôle et il a quand même fait face à peut-être plus dangereux, notamment Poutine, que lui, et il va pas céder comme ça. Général. Moi, je resterai sur ma réserve. J'ai quand même vu aussi la séquence. Il y a quand même des moments, des choses qui ont été dites par Zelensky qui ont pu énerver. Parce qu'il me semble que tout s'est bien passé pendant 40 minutes et qu'à un moment donné, quand il a commencé à mettre en avant le fait que les États-Unis pourraient être menacés à terme, malgré une mer qui les séparait, je pense que c'est un peu énervé. Et moi, ce que j'ai déjà dit la semaine dernière, c'est qu'il y a une question de psychologie. Donald Trump, il ne faut surtout pas, malheureusement, se montrer en situation frontale et du même niveau. Il faut lui donner l'impression qu'il est le plus beau. Et je pense que les propos peut-être... Mais je pense qu'ils ont fait exprès. Comment ? Mais je pense qu'ils ont fait exprès. Je suis entièrement d'accord. Je pense que le mettre en public comme ça et le chauffant, ils savent très bien que Zelensky va réagir comme ça. Je suis entièrement d'accord que Zelensky n'est pas resté zen. Bon, moi, je pense que peu peuvent rester zen dans des situations comme ça, mais ils ont fait exprès de le faire devant les caméras pour justement faire ça. Moi, je pense que c'était fait exprès parce qu'ils savent comment ils peuvent réagir. Et moi, j'ai pas toujours été un grand fan de Zelensky, surtout au début, quand il nous donnait des ordres, vous devez m'aider, tout ça, c'est pas, faut pas se méprendre sur ce que je dis. Il a une personnalité qui peut être un peu difficile à certains moments, mais moi je pense qu'il a raison quand il dit, je me souviens plus si c'est à J.D. Vance ou à Trump, vous allez vous aussi tôt ou tard avoir affaire à la Russie. Oui. Moi je pense que Vance est intervenu après. Je pense que oui, je pense qu'il a raison. Les Russes ne seront pas les alliés des États-Unis. Vous voulez dire cela comme ça au président des États-Unis? Comme les Chinois et les Russes ne sont pas des alliés naturels, les Russes et les Américains ne sont pas des alliés naturels. Il y a quelque chose qui cloche profondément dans l'attitude de Trump. Et on en parlait, Elisabeth et moi, tout à l'heure, avant d'entrer sur les plateaux. Je pense qu'il y a une question d'intérêt personnel du président américain qui est prêt à sacrifier la sécurité des États-Unis pour son intérêt personnel et l'intérêt de sa famille. En tout cas, on n'avait pas eu de réaction officielle de Vladimir Poutine sur cette séquence de vendredi dernier. Silence radio, et bien son porte-parole, ça y est, a réagi ce matin. Ce qui s'est passé à la Maison-Blanche vendredi a certainement montré à quel point il sera difficile de trouver une voie de règlement pour l'Ukraine. Le régime de l'Ukraine et Zelensky ne veulent pas la paix. Ils veulent que la guerre continue. Dans cette situation, il est évident que les efforts de Washington et la volonté de Moscou ne suffiront pas. Il est très important que quelqu'un oblige Zelensky lui-même à changer de position. Il ne veut pas la paix. Quelqu'un doit faire en sorte que Zelensky veuille la paix. Quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un doit le forcer là. Bien sûr. Donald. Moi, je m'appelle Ronald, c'est heureux. Donc vous l'avez entendu, vous l'avez bien entendu. Là, il y a une vraie alliance qui est en train de se dessiner là. Mais on le voit, mais moi, alors là, pour le coup, je parle aussi en tant qu'électrice américaine, c'est un premier d'entendre un président américain parler aussi favorablement et pas simplement en disant on peut travailler avec eux. Je pense à Nixon, à Reagan, ils ont quand même fait des efforts, mais jamais limite. Je parle de mon meilleur ami, il est génial. Le pauvre, il faut pas lui traiter de tueur, faut pas lui traiter d'assassin. C'est pas de sa faute. Vous l'avez provoqué. Jamais un président américain a été aussi
proche de la position des Russes. Mais comment ça peut être perçu par les Américains? Pardon, on a été tous élevés avec cette culture américaine dans les films où l'ennemi c'était les Russes. Il y a un basculement énorme. Moi j'étais élevée aux États-Unis, moi j'ai été élevée dans cette culture par des militaires pour qui l'ennemi a toujours été la Russie. On rajoute la Chine, l'Iran, bien évidemment aujourd'hui, mais la Russie reste. C'est perçu comment alors? Et l'armée. Alors il y a deux choses. Moi je connais beaucoup de militaires qui, au contraire, sont vraiment offensés par son discours. Et ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Mais vous avez sa base MAGA qui s'en fout, on va dire, de ça et qui parle très ouvertement. La seule chose qui les intéresse, c'est de ne pas aider l'Ukraine, non pas parce que ils veulent livrer l'Ukraine aux Russes, ça les intéresse pas parce que ça les intéresse pas une guerre de l'autre côté de la planète. Et c'est ça le problème. Et c'est ça. Alors,